Ok, ça tient. Là, ça fait un vide. Parce que du coup, il n'y a rien. C'est même pas un décor, c'est un mur. Quel enfer. Ah, filmer avec son téléphone. Formidable. Bonjour, je suis en retard. Mais c'est pas grave. Hein. En plus, la vidéo fera pas de vue, c'est sûr, parce qu'on est le 31 mars 2020. En plein confinement. Youpi, on est le mardi. Ah, on est mardi. Bah, ça fait précisément 2 jours qu'on... 2 jours. Bah non. Ça fait 2 semaines qu'on est en confinement. C'est absolument formidable. Je ne vois plus personne, j'adore la vie. Et ça peut vous paraître bizarre, mais je regarde pas plus de films qu'avant. Depuis le début de l'année, là, j'ai vu 2 films au cinéma. J'ai vu Docteur Dolittle en janvier, je crois. Et j'ai vu Invisible Man, que je conseille, vraiment. Je vais pas faire de vidéo sur Invisible Man. Peut-être que j'aurais pu, mais juste allez voir Invisible Man si jamais vous l'avez pas vu. Et s'il est plus au cinéma à la fin du confinement, bah... faites ce que vous voulez, téléchargez-le, regardez en streaming, je sais pas, mais... Il faut voir Invisible Man et il faut voir ce que fait Lee Whannell en règle générale. C'est le gars qui avait fait Upgrade et c'était le film qui concernait ma toute première vidéo critique. D'ailleurs, il a fait des vues et tout, j'étais content. C'est un mélange entre un film d'horreur et un film de SF. Et c'est trop bien, j'adore. Et il sera peut-être dans le top 2020 du coup, qui sortira bien évidemment le 22 juillet 2032. Voilà. On va commencer par le top, du positif. En ce merveilleux confinement, où on voit plus personne et on va plus au cinéma. Bref, top 10, 2019, c'est parti. Jingle. Normalement, il n'y a pas de jingle. Du coup, j'ai écrit parce que c'était un enfer. Déjà, c'était un enfer de savoir quoi mettre dans le top, dans les flops et tout. Et puis, il y a parfois des films que j'ai revus à la baisse. Et en plus, mon top, je l'avais fait assez tard en vrai. Mais plus tard, j'ai revu un film qui date de cette année et je me suis dit, putain, il faut absolument que je le casse quelque part parce qu'il est génial quoi. Top 10, La Reine des Neiges 2. Suite, étonnamment, de La Reine des Neiges 1, et que vous connaissez peut-être si vous êtes friand de cinéma et de culture. La Reine des Neiges 2, j'ai trouvé ça bien. Genre, pas exceptionnel, peut-être moins bien que le premier, parce que quand même, le premier, bah... On pourra dire ce qu'on veut sur les chansons, patata, il y a plein de gens qui trouvent que les chansons c'est hyper chiant et tout. Quand même quoi, La Reine des Neiges 1, c'était... Rien qu'au niveau de l'animation, genre... Réponse avait déjà fait du très bon travail avant, mais rien qu'au niveau de l'animation, avoir autant de blanc, et du joli blanc, dans un film c'était chouette. Et là, le 2... en vrai je sais pas lequel je préfère entre les deux. Mais le 2 fait largement le taf, surtout par rapport au premier, il y a des fois où la suite est nulle, surtout chez Disney. Quand il ne s'agit pas d'un Pixar, surtout chez Disney, il y a plein de suites qui sont mauvaises. Et Disney a pas que fait du bon travail cette année, il faut le dire, Mais Frozen 2, c'était... j'ai trouvé ça bien. Bien, ouais, j'ai pas beaucoup d'arguments, ouais. C'est la première fois que je fais une vidéo flop. Et top, enfin du coup top, l'enfer. Je suis plus habitué. Genre, j'ai pas grand chose à dire sur La Reine des Neiges 2, il n'y a pas grand chose qui m'a marqué, ni au niveau de l'animation, ni tout le reste. Juste, j'ai trouvé qu'il faisait le taf par rapport au premier, et en tant que simple Disney, qui est sorti en 2019, il fait le taf. Il fait le taf, j'ai bien aimé, et je le reverrai sûrement. Voilà. Numéro 9, Klaus. C'était, j'ai l'impression, ce qui manquait au cinéma d'animation en ce moment. On est revenu aux bases, on a un style très 2D, je sais même pas si le film est vraiment fait en 2D, j'ai pas réussi à capter ce truc-là. Mais c'est très cartoon, ça fait un peu 2D. On est trop habitué maintenant avec DreamWorks, avec Blue Sky, avec Disney, à des films tout en 3D qui essayent de faire, je sais pas, les scènes les plus grandioses possibles, peut-être, avec un maximum d'effets, d'explosion de couleurs. Là, on a de la couleur, c'est parfois un peu sombre, mais je sais pas, il y a un truc qui m'attire énormément dans le visuel de Klaus, en plus du fait que j'aime beaucoup l'histoire. C'est pas juste une histoire de Père Noël comme les autres, quoi. Genre, le Père Noël est quelqu'un. Pour une fois, le Père Noël est quelqu'un. C'est pas juste un gars qui se dit tiens, je vais offrir des cadeaux à des gosses tous les ans, c'est super bizarre. Là, il a une histoire, il a un passé, il a quelque chose d'intéressant. Et c'est pas juste genre ce gars-là, on l'a pris, il a fait ça. C'est ce gars-là a une histoire. Et le gars fabrique des jouets à la base. Il est devenu le Père Noël, quoi. Et si vous avez des gosses, montrez-leur ça. Peut-être que ça leur changera de La Reine des Neiges 2 et puis tous les autres films comme ça, tels que le dernier Pixar ou le dernier DreamWorks. Voilà. Ça peut être intéressant de voir si votre gosse aime. Bref, si vous n'avez pas de gosse, matez-le quand même, c'est chouette. 8ème position, un film français que je pense personne n'a vu.
Mon chien stupide. C'est un film avec... comment il s'appelle? Je vais essayer de me souvenir quand même, j'ai pas envie de... Ça va être marqué là, j'ai énormément de place. Là, voilà. J'ai énormément de place sur ce mur, donc je pense que je peux écrire des trucs de temps en temps. Ça joue bien, il y a des plans séquences, j'adore les plans séquences. Chaque personnage a un truc est super différent. Dans la famille, il y a 3 frères, mais malgré le fait qu'ils soient frères, qu'ils soient de la même famille et tout, physiquement ils sont différents. Et même dans le caractère, dans plein de trucs, c'est différent. Ça passe son temps à s'engueuler, mais pour une fois, j'ai pas l'impression que c'est pour rien, et ça me saoule pas. J'aime bien regarder ça. Mais c'est pas comme les gens qui aiment regarder les Marseillais, c'est pas pareil. Ou Secret Story, je sais pas quoi, mes couilles au bord de l'eau, ça fait une locomotive. Là, je sais pas, j'ai trouvé les dialogues méga bien maîtrisés, l'histoire aussi, et la symbolique du chien, parce que quand même, genre, le chien s'appelle Mon Chien Stupide, c'est le chien qui s'appelle Stupide. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, quand on y réfléchit bien, c'est à cause du chien, ou depuis l'arrivée du chien, un truc comme ça. Et la vie de cette famille va changer à partir du moment où le chien arrive. Et le chien, en plus, arrive vraiment en mode « Salut !» Me voilà, je suis un chien. Vraiment. C'est pas en mode ils l'ont récupéré à la SPA ou ils l'ont adopté ou je sais pas quoi. Vraiment, un jour, il y a un chien qui arrive, le père de famille décide de s'en occuper. Et depuis qu'il est là, tout fout le camp. Le chien est vraiment arrivé d'une manière incohérente. Comme si le chien avait été apparu en fait. Pas arrivé, mais apparu. C'est comme Mover de je sais plus qui, ça va être écrit là par là. C'est pareil, depuis que les premiers fans de l'écrivain arrivent, depuis ce moment-là, tout fout le camp. Et c'est pareil, genre, c'est une maison qui est paumée, on sait pas où, enfin, c'est hyper mystérieux ce film, il faut vraiment voir Mover. Et du coup, tu sais pas vraiment pourquoi ils sont là, juste, ils sont là, et depuis qu'ils sont arrivés, tout dégage. Mon Chien Stupide, c'est rempli de symbolique, c'est bien joué, les dialogues sont bons, il y a des plans séquences, c'est tout pour moi en fait, genre, j'ai beaucoup aimé Mon Chien Stupide. 7ème position, Six Underground. Six Underground, avec Ryan Reynolds, réalisé par Michael Bay, celui qui avait fait les Transformers et plein de films que j'ai pas vus, est un film, je sais pas vraiment comment le dire. Réalisé par Michael Bay, tu t'attends à un film d'action où ça pète de partout et sans parfois trop de raison, et finalement, ça pète de partout et parfois sans trop de raison. Je sais pas comment dire, il y a quelque chose qui m'a captivé dans ce film. En plus, il y a 3 acteurs que j'aime bien, il y a Ryan Reynolds, il y a Mélanie Laurent que j'avais vu dans Inglourious Basterds et rien d'autre, je crois, sincèrement. Et aussi le gars qui joue Roger Taylor, le batteur dans Bohemian Rhapsody, c'est un bon acteur, et qui plus est, il fait des acrobaties. Et ça, on l'a pas vu dans Bohemian Rhapsody. Bah non, Bohemian Rhapsody aurait pu être tellement mieux, bordel de merde. Mais il y a quelque chose qui m'a captivé. En fait, ça s'arrête jamais, et même quand ça s'arrête, le film devient intéressant plus que juste, il n'y a pas d'action, c'est chiant. Genre, le film devient intéressant, ça parle de guerre, de dictature, de plein de choses comme ça. Si vous l'avez pas vu, en gros, c'est l'histoire d'un groupe de gars qui s'appelle les Fantômes, il me semble, qui en gros ont détruit toute trace de leur existence, de leur vie en fait. Genre, sur le papier, ils n'existent plus, ou ils sont morts, ou je sais pas quoi. Et en fait, ils se battent dans l'ombre pour sauver les gens en fait. Et parfois, beaucoup de gens. Là, l'ennemi principal, c'est un dictateur dans le Kazachstan, un truc comme ça. Et en gros, le but, c'est vraiment de sauver une population de leur dictateur. Et puis bah, c'est pas juste une histoire de hey, tu m'as embêté, je vais utiliser mes pouvoirs contre toi, il y aura des dommages collatéraux immenses et tout le monde s'en branle, tu vois. Histoire de sauver des gens, mais à côté de ça, il y a des explosions, il y a des trucs très astucieux. Il y a une scène où il y a un gars qui se cache dans une piscine, mais une piscine en haut d'un immeuble. Ce qui fait qu'elle n'est pas renfermée avec de la pierre ou je sais pas quelle pierre, c'est une piscine de balcon, on va dire. Et du coup, il y a une phase qui est oh là là, j'arrive pas à l'exprimer, qui s'arrête en gros grâce à une vitre. Mais une vitre, genre s'il n'y avait pas la vitre, la piscine coule, sort de l'immeuble, tu vois. C'est vraiment en guise de mur de piscine. Et à un moment, du coup, un gars se cache dedans, mais du coup, bah, genre, comme il y a un gars qui est dans le coin, et que du coup c'est ultra galère de pas se faire voir, et bah il faut qu'il compte sur son apnée du coup, genre le gars va mourir. Et de l'autre côté, dans la même équipe, il y a un gars qui est avec un sniper, et il tire, avec un silencieux et tout, enfin génial, il tire dans la vitre de la piscine, ce qui fait que ça fait un trou pour laisser passer de l'air, et le gars arrive à respirer. Travail d'équipe, ingénieux, irréalisable, mais très joli. C'est un film d'action comme j'en avais jamais vu. Parfois il y a du sang, il y a des morts, il y a des explosions, il y a tout plein de choses, super. Et les décors. Bordel de merde, les décors. Ils vont dans plein de pays différents, notamment en Italie, et t'as l'impression qu'ils y sont, quoi. Genre, dans les rues de
Florence, ils sont à Florence, en plus moi j'ai joué à Assassin's Creed 2, je peux te dire, j'adore Florence. T'as l'impression qu'ils y sont, t'as l'impression qu'ils font vraiment leurs acrobaties, qu'ils foncent vraiment dans les murs, qui roulent à toute vitesse dans les rues de Florence, et tout est convaincant en fait. C'est ça qui est génial, genre, il y a plein de choses, tu réfléchis 2 secondes, tu fais, ouais ça non, mais malgré tout, c'est fait d'une manière hyper convaincante, un peu déjantée parfois, Michael Bay, mais je sais pas, il y a un truc qui m'attire énormément envers Six Underground, et en plus le générique de fin c'est une chanson de The Score avec je sais plus quelle fille, mais qui s'appelle Bulletproof, et elle est géniale. Donc en fait, genre quand j'avais entendu la musique et qu'ensuite j'ai vu le film et que j'ai vu que le générique de fin c'était ça, j'étais très content. Numéro 6, le flic, le gangster et le démon. Il n'y a pas le et parce que je sais pas. Mais ça m'étonnerait que le film s'appelle Le flic, le gangster, le démon. C'est un film de je sais plus qui parce que le réalisateur est coréen, parce que c'est un film coréen avec que des acteurs coréens. C'est un film policier qui n'a pas grand chose en particulier, je pense, pour se distinguer des autres. C'est une sorte de guerre au début entre un gang et un commissariat, avec un flic complètement déjanté qui veut vraiment en venir à bout. Et à la fin, ils vont s'allier contre un ennemi commun. Enfin, il y a un truc de fou qui se fait. Et à la fin, genre, le chef de ce gang-là, avec le policier qu'on suit tout le temps, ils vont pas être copains, mais genre, ils vont se menacer l'un l'autre, histoire de pas pouvoir se condamner. À la limite, il peut lui trancher la gorge, ce qui est une variable intéressante, oui. Mais du coup, ils vont faire copain-copain, on va dire, contre un ennemi commun. Si vous aimez les films coréens et que vous aimez les films policiers, je pense que vous pouvez aimer. Voilà, c'était très faible en argument. Mais moi, c'est un film qui m'a fait énormément de bien, et pourtant, je l'ai pas vu dans les bonnes conditions, je l'ai vu en mauvaise qualité quand même. Et ouais, ça se frappe beaucoup. Si vous aimez les coups de poing dans les films coréens, allez voir le flic, le gangster, le démon. Voilà, ça peut vous plaire. 5ème position, on arrive déjà à la moitié. Spider-Man Far From Home. On suit l'histoire de Spider-Man qu'on avait déjà vu dans Homecoming et aussi dans Civil War et dans Infinity War aussi. Et du coup, la vie peut reprendre son cours normal. Et ils vont faire. Spider-Man va faire face à un nouvel ennemi qui est Mysterio. Si vous aimez les comics, vous allez pouvoir voir Mysterio dans un film. C'est cool, franchement. Et en plus, joué par Jake Gyllenhaal que j'aime bien, que j'ai vu dans. Dans quoi je l'ai vu? Je l'ai vu dans Enemy. Je m'égare tellement. Et du coup, on voit Spider-Man qui a oublié son premier crush, la fille avec qui il voulait être, qui était dans Spider-Man Homecoming, du coup, qui était d'ailleurs la fille de Michael Keaton qui jouait le retour. Ils ont que des bons acteurs pour jouer les méchants. Du coup, maintenant, on va essayer de choper MJ. Et du coup, ils vont faire une sorte de Europe trip. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils vont aller dans plein de pays d'Europe et tout. Ce qui fait que déjà au niveau des décors, c'est super intéressant. On a des scènes de nuit dans Prague. Il me semble que c'est Prague. On a des scènes de jour en Italie, à Venise. On a plein de scènes plutôt intéressantes qui jouent avec le décor et parfois même qui attrapent le décor que nous on connaît dans la vraie vie et qui le démontent, qui le détruit. Plus que dans Six Underground. Si vous aimez Homecoming, je pense que vous aimerez aussi Spider-Man Far From Home parce que c'est dans la même lignée. Il y a toujours de l'humour, peut-être moins quand même. Il y a moins d'humour, mais voilà, si vous aimez le premier, je pense que vous pourriez aimer celui-là. Et la particularité aussi de cette suite, c'est que cette fois-ci, il n'y a pas Tony Stark. Comme vous le savez, Tony Stark est décédé. Du coup, il va falloir qu'il se débrouille tout seul. Il y a toujours Happy, le meilleur pote de Tony qui va pouvoir l'aider, etc. dans le besoin, voilà. Mais à part ça, il est tout seul, quoi. Et moi, j'ai une affinité particulière avec Spider-Man, et il y a certaines scènes, surtout au niveau des effets spéciaux, qui m'ont vraiment bluffé. Donc les effets spéciaux, les décors, j'aime bien l'acteur, j'adore le personnage, j'adore les films Marvel en soi. Donc ouais, il m'a beaucoup plu. Je suis assez facile, franchement, je suis assez comme le grand public. Mais voilà, juste j'ai adoré cette suite. Numéro 4, Alita Battle Angel. Vous avez peut-être pas aimé parce que vous avez lu le manga, ou alors, et qu'apparemment c'est très différent, ou alors vous avez fait la même remarque que tout le monde, ils ont essayé de trop caler de choses dans un seul film en étant pas sûr de faire une suite, ce qui fait qu'à la fin t'es là en mode mais je veux la suite. Maintenant en fait, sinon je vais pas être content moi, Malgré ça, moi, bon, déjà le manga je l'ai pas lu, donc pour le coup j'ai un avis complètement cinéphile sur la question, pas du tout par rapport à l'adaptation, etc. Voilà, pour moi c'est un film, je le regarde, il est bien ou pas, voilà. Bref. Ils ont essayé de trop condenser dedans, ce qui fait qu'à la fin, comme moi j'avais beaucoup aimé ce que j'avais vu, j'étais là en mode, bah non en fait, il y a forcément 30 minutes de scène post-générique, c'est pas possible. Et en fait non, bah ça s'arrête net, et c'est en mode, si vous avez aimé, on fera peut-être la suite. Parce que en plus c'est James Cameron à la production. James Cameron il fait pas beaucoup de choses en ce moment. Ça fait 3 siècles qu'on attend Avatar 2, sans déconner. Mais sinon c'est Robert Rodriguez qui est à la réalisation, qui avait fait les Spy Kids. Je sais pas si vous avez vu Spy Kids, c'est un peu cheap, mais je sais pas, c'est trop bien. Bref, si vous connaissez pas, regardez au moins les 3 premiers. Parce qu'ils sont super différents. Le premier c'est pas le meilleur, le deuxième est un peu mieux, le troisième est bluffant pour l'époque.
j'ai pas beaucoup vu de ressemblance avec ça, donc j'ai pas vraiment eu la patte Robert Rodriguez, mais j'ai beaucoup aimé quand même. En plus c'était James Cameron à la production, donc tu penses qu'il l'a aidé sur les effets spéciaux, sur plein de choses. James Cameron, c'est Avatar quand même. C'était Titanic aussi, après Titanic, il fallait beaucoup d'eau quoi. Mais Avatar, rien que pour Avatar. Du coup, le film est bluffant, il y a des scènes de combat qui sont vraiment dingues, il y a des ralentis. Mon dieu, les ralentis. J'adore les ralentis. J'adore les films de Zack Snyder, si vous avez vu. Si vous n'avez pas vu 300, le film 300 avec les Spartiates et tout, regardez-le. Et si vous êtes là en mode oui, moi je l'ai vu et tout, et que vous n'avez pas vu la suite, parce que vous avez l'impression que ça va pas être bien, parce que c'est pas Zack Snyder, et parce que c'est une suite et que parfois la suite est pas bien, regardez la suite quand même, c'est très différent, mais c'est dingue. Je m'égare. Les ralentis c'est génial. J'ai adoré le design en soi, l'univers, un peu steampunk, un peu tout le monde est plus ou moins refait, mais pas refait, chirurgie esthétique, Corée du Sud et tout ça, refait, j'ai 6 bras, ou alors j'ai un torse qui fait 6 mètres de largeur, parce que c'est marrant, et parce que du coup je peux tuer des gens. Il y a des chasseurs de primes, il y a plein de trucs comme ça fait un peu Star Wars du coup sur les bords, bon après ça c'est mon avis, hein, voilà. Mais c'est génial, si vous aimez le steampunk, si vous aimez les ralentis, si vous aimez... quand il y a des morts, quand il y a du sang, quand il y a des têtes qui sont coupées, vous allez sûrement aimer. Franchement. Et puis ça fait un petit peu manga du coup. Genre, ça c'est un truc qui a été gardé. C'est une certaine patte animée en fait. Genre, ça fait des positions assez cocasses de combat. Enfin, il y a des trucs vraiment intéressants, même au niveau des personnages et de leur design. Il y a un truc que je trouve dingue dans Alita. Et il était obligatoirement dans le top. Il n'est pas dans le podium, il est en 4ème, mais j'ai adoré Alita. Si vous ne l'avez pas vu et que vous aimez les films d'action qui sont magnifiques, franchement, regardez Alita. 3ème position, Rocketman. Rocketman a été fait juste après Bohemian Rhapsody, du coup. C'est fait par David Fincher, il me semble, ou Fincher. Et c'est le gars qui avait fini Bohemian Rhapsody après le départ de Bryan Singer parce qu'il était pédophile. Bref, voilà, il y a des histoires. Et en fait, on voit en Rocketman ce qu'aurait dû être Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, c'est juste un film musical où on suit le groupe à travers des trucs qui sont pas toujours vrais et des trucs qui sont pas spécialement intéressants, surtout le live aid qui dure vraiment longtemps. La caméra s'amuse à faire des tours comme ça, mais à part ça, le live aid, c'est un très bon concert en soi. Et là, c'est pas le live aid quoi, c'est le live aid avec des acteurs et qui plus est. Rami Malek dans Bohemian Rhapsody ne chante même pas. Ce qui fait que ça enlevait vraiment une âme à Bohemian Rhapsody. Et là, on voit dans Rocketman ce que David Fincher voulait faire en fait. Et c'est beaucoup plus comédie musicale. Ce qui n'était pas Bohemian Rhapsody. Il y a plein de gens qui étaient là en mode oh, j'aime pas Bohemian Rhapsody, j'aime pas tel ou tel film parce que c'est une comédie musicale. C'est pas toujours une comédie musicale. Comédie musicale, c'est quand plus rien n'a de sens. Et genre par exemple, quand les gens chantent la même chose alors que ça fait 2 heures qu'ils se connaissent ou dansent la même chose. La La Land est une comédie musicale. La La Land est un excellent film. J'adore, c'est génial. La La Land est une comédie musicale. Quand ça danse, tout le monde danse en même temps, tout le monde improvise des paroles, mais tous en raccord les uns avec les autres, ça s'arrête un bon moment, comme si eux-mêmes entendaient l'instru que nous on entend. C'est ça la comédie musicale. C'est quand plus rien n'a de sens. Il y a même une scène dans La La Land où ils volent. Enfin, voilà quoi. C'est pas juste dans leur tête, c'est ce qu'on veut nous montrer, rien n'a de sens, il faut l'accepter, c'est comme ça, c'est une comédie musicale. Et Bohemian Rhapsody n'était pas une comédie musicale, et du coup n'avait pas beaucoup d'âme en soi. Tu pouvais être là en mode, j'aime bien Queen, voilà quoi, tu aimes bien Queen, à la limite t'as vu Mr. Robot, t'as bien Rami Malek, et t'as bien aimé la performance qu'il a eue en Bohemian Rhapsody, en Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, mais à part ça, le film dégageait pas grand chose de super intéressant, le film était sympathique à regarder, si tu connais pas bien Queen, parce qu'en réalité si tu connais bien tu te rends compte qu'il y a plein de trucs qui sont faux, qu'il y a plein de personnages qui sont inutiles, enfin le film te tape sur les nerfs parce qu'il est pas cohérent. Taron Egerton en Elton John est hyper convaincant. On pourra quand même lui reprocher de pas 100% ressembler à Elton John, mais être imitateur physique, c'est pas facile quand même. Là ils ont vraiment tout fait pour qu'il lui ressemble, et on a un Taron Egerton qui est vraiment convaincant. Il a la folie qu'on voulait nous montrer d'Elton John, ses addictions, tout ça c'est, je trouve, plutôt bien retranscrit. En plus, à la base j'aimais bien l'acteur parce que je l'avais vu dans les deux Kingsman et j'aime bien l'acteur, voilà. En plus il joue avec Jamie Bell qui joue son meilleur ami dans le film et j'adore Jamie Bell, je sais pas pourquoi j'adore Jamie Bell, en plus il est beau. Le film est tellement plus intéressant que Bohemian Rhapsody en fait, que quand tu le vois après, si t'aimes bien Elton John, parce qu'en réalité moi je l'ai vu, je ne connaissais rien à Elton John à part I'm Still Standing. Donc j'aurais pu me dire ouais j'ai peut-être pas beaucoup aimé et j'ai surkiffé alors que toutes les musiques j'ai découvert au passage. Mais maintenant je regarde le film une nouvelle fois, je reconnais les chansons, je serais capable de chanter et devenir fan d'Elton John grâce à ce film, c'est dingue.
Aussi, son rapport à l'homosexualité. Je vais encore parler de Bohemian Rhapsody. Le plus gros qu'on avait vu de l'homosexualité, il me semble que c'était un bisou. Si, une main aux fesses. Je crois que c'était une main aux fesses qu'on a même pas vraiment vu, qu'on a entendu et qui était ultra sous-entendu, qu'on a compris. Mais à part ça, c'était vraiment en mode, chut, ils sont homosexuels, chut, faut pas le dire. Enfin, on vous le dit, mais le dites à personne, quoi. Là, on a du cul. Mais du cul, comme si c'était pas du cul homosexuel. C'est pas fait exprès. La scène n'est pas différente d'une autre scène de cul parce qu'il est homosexuel et parce que c'est un trait de caractère du personnage, du coup. Enfin, pas un trait de caractère, une particularité du personnage, du coup. C'est fait simplement. Autant dans Bohemian Rhapsody, c'est au moment où il se rend compte qu'il a un problème qu'il le dégage. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Il se rend compte qu'il y a un problème avec lui, mais il a du mal à s'en débarrasser. Déjà parce qu'il n'est pas au top de sa forme, Elton John, à ce moment-là. Il boit énormément, il se drogue énormément aussi, il est pratiquement au bord de la mort, vraiment. Il a même failli se noyer, heureusement qu'il y avait des invités ce jour-là, parce que c'est beaucoup plus compliqué de se débarrasser du problème. Et c'est là qu'on voit que son histoire d'amour ratée avec ce gars-là, d'ailleurs, qui est joué par celui qui joue Robb Stark dans Game of Thrones. Le personnage est détestable au possible, c'est pour ça qu'il le joue très bien du coup. Mais voilà, j'aime bien l'acteur, bref, il est là. La relation est plus compliquée que juste une histoire d'amour ratée. Oh, il s'est fait trahir, oh là là, il est tombé sur un connard. C'est pas juste ça, quoi. Ça va plus loin et ça marque un vrai événement marquant dans le film et dans l'histoire d'Elton John. Et du coup, quand il arrive à s'en débarrasser, parce qu'il arrive à s'en débarrasser, le truc devient encore plus beau, il arrive à voler de ses propres ailes. En plus, il se déguisait en poule, c'était parfait. Et du coup, tout devient plus important, et je trouve qu'il y a plus d'émotion dans Rocketman. Les scènes qui font vraiment comédie musicale, notamment au début du film, sont folles. Qu'il soit enfant ou qu'il soit jeune adulte qui commence seulement à avoir du succès et tout a plus d'émotion, tout a plus de couleurs. Il y a un truc magique dans Rocketman qui me touche énormément. Et c'est pour ça qu'il est à la 3ème place. Deuxième position, c'est presque fini, attention. Once Upon a Time in Hollywood. Le dernier film de Quentin Tarantino, et peut-être l'un des derniers qu'il va faire, il a dit qu'il voulait s'arrêter à 10 ou à 11, je sais plus. Once Upon a Time in Hollywood avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, et plein de gens que j'oublie, évidemment, parce que en vrai, je connais pas tous les acteurs. C'est du très bon travail. Il y a plein de gens qui ont dit oui, mais la fin, n'importe quoi, c'est pas du tout en raccord avec le reste du film, on comprend pas trop. Le film est une sorte de métaphore. Ou alors plusieurs, je sais pas trop. Le film est plus compliqué qu'il en a l'air, et parfois fait penser à un film qui ne serait pas de Tarantino. Parce que les films de Tarantino sont tous très différents. Je les ai pas tous vus, attention. Mais ils sont en règle générale très différents, et celui-là peut-être encore plus que les autres. Mais ça reste un film de Tarantino sur plusieurs points. Déjà la fin. Ce serait con de vous gâcher la fin, donc je vais pas vous la raconter, c'est bête. Mais la fin, on va dire, elle est explosive par rapport à tout le long du film. Et il y a plein de gens qui ont dit « Oui, la fin, on comprend pas, etc. » C'est un trait de création de Tarantino. Et ça a toujours été comme ça, la fin, c'est pas juste le film ralenti et tout va mieux. Dans Inglourious Basterds, c'est très long, on suit plein de personnages et tout, la fin est explosive, limite au sens propre. Dans Reservoir Dogs, qui est le premier film de Tarantino, c'était comme ça aussi, c'était très long du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, Tarantino adore faire des conversations très longues et qui paraissent très naturelles. Parce que c'est vraiment une discussion qui s'arrête jamais, il peut y avoir des phrases longues, mais à part ça, ça se parle normalement, ça discute, histoire de vraiment comprendre en fait, pas juste nous cracher au visage, « Eh regarde, il a dit ça, tu y avais pas pensé », et bah voilà. Les discussions sont d'un naturel tel que c'est comme si on était au bout du couloir et qu'on les écoutait à leur insu en fait. On essaye de comprendre avec ce qu'on a vu et ce qu'on entend, etc. C'est comme si on était constamment dans leur vie et qu'on les écoutait parler, mais on comprend les mêmes choses en même temps qu'eux. Plein de films sont comme ça, voilà, m'insultez pas. Il n'y a pas que Tarantino qui fait ce genre de choses, mais Tarantino fait des dialogues hyper longs, en règle générale, hyper longs, et le tout c'est de rentrer dans l'histoire. C'est de rentrer dans leur truc, et si t'arrives à pas te lasser, c'est que le truc t'intéresse vraiment. Et du coup, ça veut dire que Tarantino a gagné en quelque sorte. Il voulait créer quelque chose chez le spectateur, et ça a marché. T'as suivi l'histoire alors que c'était pas spécialement intéressant, mais c'est fait d'une manière où tu suis, ça devient naturel, et là tu comprends que tu aimes le style de Tarantino, ou au moins
une facette de Tarantino. Et le film est assez long, il me semble d'ailleurs qu'il dure 2h30, mais au-delà de ça, il est long. Genre, on sent vraiment des longueurs, etc. Mais il s'y passe quand même des choses, parfois très banales. C'est ce qui rend le truc hyper réaliste, parce que dans tous les films qu'on voit, il y a toujours un truc de fou qui se passe à chaque seconde. Surtout dans les films d'action, etc. Ça ne se calme jamais. À croire que des gens sauvent le monde en 2 jours parfois. Voilà. Alors que du coup, c'est pas très réaliste. Là, dans le cinéma Tarantino, on a toujours des dialogues longs, parfois qui sont hyper futiles aussi, qui ne vont vraiment pas servir à l'histoire, mais ça augmente, je sais pas, parfois l'humour, parfois simplement le réalisme du truc. C'était un condensé de plein de choses qu'on avait déjà vues dans le cinéma Tarantino. Il y a des dialogues très longs, et au-delà de ça, un truc qui est intéressant, c'est que le personnage principal, joué par Leonardo DiCaprio, est acteur. Ce qui fait que parfois il a des monologues. Parlons du jeu de DiCaprio. Le jeu de Brad Pitt et de tous les autres est bon aussi. Hein. Il faut pas, voilà, il faut pas se voiler la face, hein, comme on dit. Mais le jeu de DiCaprio est dingue. Surtout dans la scène de la caravane. Quand il s'énerve, il me semble qu'il est un peu drogué à ce moment-là, je sais plus. La scène de la caravane. Et la scène dans le saloon. Là pour le coup c'est une scène d'acting. La scène dans le saloon avec la petite fille où vraiment il gueule ce qu'il peut. C'est génial aussi. Brad Pitt est très bon aussi. Et très très bon. Mais il a un côté Brad Pitt. Genre, il a un côté très, très indifférent, juste, mais à la fois un peu cruel parfois. Il y a un truc très Tarantino qui dégage de ce film. Ce qui est pas étonnant, évidemment. Mais je sais pas, moi le film m'a emmené comme un Tarantino qui marche bien l'aurait fait. Il m'a même plus facilement emmené que d'autres. J'ai quand même passé mes 2h30 à me demander où est-ce qu'on va. Où est-ce qu'on va parce que je ne comprends pas là. Je perçois pas une once d'enjeu. Qu'est-ce qui se passe? Et malgré tout, à la fin, quand il y a le générique et tout, tu repenses au film que tu viens de voir et tu te dis, ça vient de où ou pas? Et la réponse, c'est oui en fait. Et ensuite, moi ça me paraissait bizarre, foutu d'une manière pas commune on va dire, et du coup ça m'a pas sorti du film, mais je me suis demandé pourquoi je l'aimais du coup. Il y a un truc qui se dégage, un plaisir simple en fait. Un plaisir simple, parfois de la tension aussi. De la tension, un truc qui va vraiment coller ton visage à l'écran. C'est parfois dans des bastons ou parfois juste quand il y a beaucoup de sang. Quand il y a beaucoup de sang, Tarantino sait faire des scènes avec du sang. On a vu Kill Bill, on a vu Django Unchained. Et dans Once Upon a Time in Hollywood, quand tu vois ça, tu te dis ok, je regarde un film de Tarantino et j'aime bien. Bon, je comprends qu'on puisse ne pas l'aimer par rapport aux autres parce qu'il est quand même différent. Il y a une belle patte Tarantino quand on y réfléchit bien, mais il est quand même différent. Mais moi, le film m'a transporté. Et voilà. Et j'ai pas envie de donner trop d'explications parce que ça servira que à ceux qui ont vu le film. Ceux qui ont vu le film n'ont pas vraiment besoin de savoir, du coup, enfin, d'avoir des infos et tout. J'ai du mal à m'exprimer. Mais du coup, ouais, si vous êtes curieux, si vous aimez le cinéma Tarantino mais que vous n'avez pas vu Once Upon a Time in Hollywood, je vous le conseille. Il y a du bon casting, il y a du bon acting. Et c'est une expérience. Sincèrement, c'est une expérience. Et en première position, ça va en énerver pas mal. En première position, le remake d'Aladdin. Tout à l'heure, j'ai dit que j'aimais beaucoup les comédies musicales. C'est vrai, j'aime beaucoup les comédies musicales. Et j'aimais beaucoup de base le dessin animé Aladdin. Ce qui n'est pas une fatalité, c'est pas ça qui a spécialement fait que j'ai aimé le remake. Mais j'étais déjà prédisposé à plutôt l'aimer. Et pourtant, j'avais peur. J'avais peur du Roi Lion et j'avais peur d'Aladdin. C'est très différent sur plein de choses. Au niveau du méchant, au niveau de Jafar, de ce qu'ils en font, des enjeux aussi, parce que dans le dessin animé, l'enjeu c'est Jafar veut devenir sultan, se taper Jasmine, et voilà. Et du coup, Aladdin a un génie et il peut peut-être l'en empêcher. C'est tout. Alors que là, c'est autre chose. Il s'agit de royaumes voisins, on parle politique dans celui-là. Ça peut paraître enfantin par moments dans le film, mais on parle politique. Il y a des enjeux qui sont plus importants que le dessin animé, et ce qui fait que ça donne une patte très différente. Il y a des gens qui ont peut-être crié parce que oh les gars, ça c'est différent. Bah oui, c'est différent, c'est le but en fait. Le but c'était pas faire de le Roi Lion en fait. J'ai bien aimé les nouvelles musiques, j'ai trouvé vraiment cool. Notamment Speechless, en version originale. En français, elle est pas dégueulasse, mais en version originale, elle est dingue. Et j'ai aimé Will Smith. Et pourtant, tout le monde avait très très peur de Will Smith parce qu'on avait vu des images de lui pas bleu. Du coup, on s'est dit à tous les coups, ils vont faire un génie qui est même pas bleu quoi. Et au final, c'est à peu près expliqué. Le génie veut se fondre dans la masse et du coup passe du bleu à sa couleur naturelle qui est le noir. Mais Will Smith
n'a pas un rôle de Will Smith dans ce film. Je sais pas trop comment expliquer. Dans tous les films où on a déjà vu Will Smith, il a un truc à lui quand même. Même dans des petits films genre Hitch, qu'il faut voir. Hitch, c'est merveilleux. Il y a toujours un côté Will Smith. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est comme avec Bruce Willis, c'est comme avec Samuel Jackson. C'est des acteurs comme ça qui en imposent par leur jeu, qui est souvent tout le temps le même, et par le fait qu'on les connaisse bien. Et qui sont réputés et qui sont adorés, etc. Et qui sont célèbres, etc. Là, c'est vraiment un film où Will Smith était assez petit quand même. Genre déjà le fait qu'il soit en rôle secondaire, ça change. Voilà, je sais même pas si j'ai déjà vu un autre film avec Will Smith en rôle secondaire. Mais autant quand il est un génie, bah, il en impose. Et puis c'est le génie, c'était le but, c'était le personnage, il fallait que le génie en impose. C'est un très très bon sidekick. Autant que Timon et Pumba, quoi. Genre, tu peux pas mal faire Timon et Pumba, c'est pas possible. Et du coup, Will Smith est un personnage secondaire, et quand il essaye pas d'être le génie, mais d'être un humain, parce que ça arrive dans le film, du coup, il est hyper secondaire. On suit quand même son histoire, parce que c'est le génie et que c'est intéressant. C'est toujours intéressant de voir une scène avec le génie. Oh, premier, dis donc. Il est redescendu, en fait. Et en plus, dans un film Disney, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit rehaussé à mort. Mais non. Will Smith est un acteur comme n'importe qui aurait pu jouer le génie. C'est tombé sur lui, et je trouve qu'il le fait bien. Et les effets spéciaux, les acrobaties, enfin tout ce qui dégage un truc visuel impressionnant, je trouve que tout est réussi dans ce film. Il n'y a pas un truc qui m'a ennuyé. Même la manière dont ils refont les chansons qu'on connaît, il y a un truc intéressant. C'est très différent du dessin animé, évidemment. Mais un truc intéressant, je trouve. Et même au niveau de l'humour, par moments, c'est génial. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que je peux rien en vouloir à ce film, en fait. Pour moi, Aladdin, c'est 9 sur 10, vraiment. Genre, il lui manque peut-être un truc pour être parfait, mais je le trouve oufissime, Aladdin. Je sais pas... Enfin, il y a aussi le côté comédie musicale, parce qu'un Disney qui est un peu comédie musicale et où ça chante énormément, ça paraît normal, et des gens n'aiment pas ça d'ailleurs. Là, Aladdin, c'est une comédie musicale, c'est pas un film avec des chansons. C'est une comédie musicale, il y a même de la danse. Genre, c'est... Bon, il y avait déjà un peu de danse dans Aladdin, mais genre, il y a une scène où Aladdin se fait contrôler par le génie pour danser comme un dieu devant la princesse et tout. Le but c'était d'impressionner les gens. Et cette scène est cool. Bordel de merde. Cette scène est bien. Genre, tous les côtés audacieux que le gars a essayé d'avoir dans le remake, histoire de pas être trop pareil, ce qui est une bonne idée pour un remake, vraiment. Tous les côtés audacieux passent bien. Même Yago en oiseau géant. Il y a un moment où Yago se transforme en oiseau géant. C'est Jafar avec ses pouvoirs qui le fait. Et c'est génial. Le plan est dingue. Il est dingue. Bref, si vous aimez les Disney, que vous avez aimé Aladdin, que vous aimez les comédies musicales, foncez. Vraiment. Genre, il y a énormément de chances pour que vous aimiez. Sauf si... je sais pas si les différences avec le dessin animé sont trop grandes pour vous. Moi, j'ai vraiment accepté que c'était un film à part. Et je trouve qu'il respecte quand même assez bien le dessin animé. Donc pour moi, c'est passé hyper crème. Et du coup, c'est mon film préféré de l'année. Voilà. Je voulais faire cette vidéo-là, parce que même mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Je voulais la faire histoire de l'avoir fait. Et d'avoir parlé de tous les bons côtés du cinéma qu'on a eu l'année dernière quand même. C'était une année qui était intéressante au niveau du cinéma. Et du coup, ouais, franchement cool quoi. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez envie les films que vous avez aimés cette année. Voilà, ça peut être toujours intéressant. Moi, comme je suis assez bon public, je pense qu'on va avoir tous un peu les mêmes. Ça m'étonnerait pas qu'il y a beaucoup de monde qui a aimé Far From Home, qui a aimé non, c'est tout. Once Upon a Time in Hollywood aussi. Parasite, que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas réussi à le placer dans le top. Mais sinon, j'ai énormément aimé Parasite de Bong Joon-ho. Bref, voilà, c'est la fin de la vidéo. Il était temps, je suis à 59 minutes 26 secondes de tournage. C'est long, bordel. Je crois, je sais même pas si j'ai déjà fait un tournage aussi long. Bref, c'était chouette de vous reparler, ça fait longtemps. Et j'espère que vous passerez une bonne journée et énormément de bons films que vous allez voir. Bref, voilà. Je vais vous quitter là-dessus, je sais pas faire d'outro, j'ai jamais su. Une très bonne journée, voilà. Allez, au revoir.